Salut, c'est Val et bienvenue dans ce cours complet sur le SEO. C'est à destination des débutants, mais même si tu es confirmé, reste parce que c'est toujours cool de revoir un peu les bases. Le SEO, c'est l'art et la manière de comprendre les moteurs de recherche et les algorithmes pour avoir plus de trafic gratuit sur son site web, sur sa chaîne YouTube, sur un profil LinkedIn, sur un profil Instagram, parce que oui, le SEO ne s'arrête pas uniquement à Google. En gros, c'est faire en sorte de mettre en place toutes les bonnes pratiques qui permettent de tirer parti de sa visibilité en ligne au mieux. Pourquoi faire du SEO ? Eh bien, comme on vient de l'évoquer, c'est du trafic qui est gratuit. Et non seulement il est gratuit, mais il est aussi extrêmement qualifié. Parce qu'avec le SEO, on s'adresse directement à des personnes qui ont manifesté un intérêt pour un produit, un service ou un besoin au travers d'une requête sur Google. Contrairement aux pratiques un peu plus pushy comme les pubs, où là les gens, en fait on leur pousse des pubs mais ils n'ont pas forcément exprimé d'intérêt pour le sujet, même si les algorithmes de Meta Ads ou de TikTok Ads sont aussi super forts pour calculer et déceler les centres d'intérêt de leurs utilisateurs. Avec le SEO, avec Google, avec YouTube, avec LinkedIn, on est sûr de s'adresser à des personnes qui ont pour principal point d'intérêt un sujet en particulier. Alors comment Google fonctionne ? Eh bien c'est très simple, Google fonctionne avec des robots qui vont essayer de singer, de simuler le parcours d'un utilisateur sur Internet. En gros, les robots vont découvrir une page, suivre les liens qui s'y trouvent pour découvrir d'autres pages, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et c'est comme ça que les robots découvrent quasiment l'intégralité des pages qu'il y a sur le web à l'heure actuelle. Et cette phase-là, c'est une phase qu'on appelle l'exploration. La phase d'exploration précède la phase d'indexation qui va faire que vos pages vont se retrouver dans les pages de résultats de recherche de Google. Autrement dit, tu l'auras compris, une page indexée, c'est une page qui peut recevoir du trafic. Mais pour être indexé, il faut pouvoir être exploré avant, par les robots de Google. En d'autres termes, dès la création du site web, les considérations SEO sont importantes parce que les robots de Google sont susceptibles d'arriver directement sur le site web. Et quand on crée un site web, le plus important est de bien choisir son hébergement pour faire en sorte que les performances soient optimales. Que vous ayez un site e-commerce, un blog, un portfolio, l'hébergement reste la base de tout pour que les pages soient explorées et donc indexées. Cette vidéo est en partenariat avec O2Switch, un hébergeur français que j'utilise personnellement pour plusieurs sites et que j'ai même eu l'occasion de rencontrer à divers events SEO. Pourquoi c'est le meilleur du marché pour créer un site web ? Depuis 2009, O2Switch se plie en 4 pour vous offrir les meilleures performances du marché. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont meilleurs que la concurrence ? O2Switch est entièrement français. Et contrairement à plein d'autres hébergeurs, ils sont propriétaires de leurs propres infrastructures. Ils sont propriétaires de leur data center, de leur réseau utilisateur, ce qui permet à O2Switch de proposer une fiabilité sans faille et surtout un service client au top. Si vous avez envie de changer d'hébergement, sachez qu'O2Switch peut s'occuper de la migration pour vous. Vous êtes accompagné pendant toute la durée de la migration, que ce soit en termes techniques, en termes SEO, pour faire les bons choix d'hébergement, les bons choix de taille, etc., prendre les bonnes décisions. Alors commandez dès maintenant votre hébergement et lancez votre site en ligne avec le code VALSEO10. Merci encore les amis de chez O2Switch et on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Les requêtes, c'est par là que commencent tous les parcours de recherche. Un utilisateur arrive, tape une requête et va sélectionner le résultat de recherche qui correspond le mieux pour répondre à sa question. La page où apparaissent les résultats de recherche s'appelle la SERP, S-E-R-P pour Search Engine Result Page. En gros, c'est là justement où il va falloir faire sa place pour avoir le plus de trafic possible. En SEO, ces requêtes, on les appelle aussi des mots-clés. Je te donne un exemple. Mettons que tu as besoin d'une tondeuse pour tondre ton jardin, mais que t'as pas envie non plus d'avoir à acheter une tondeuse tous les 2 ans, donc tu vas taper quelles sont les meilleures tondeuses à l'heure actuelle. Justement, ce mot-clé, cette requête meilleure tondeuse jardin, c'est ça qu'on va appeler un mot-clé ou une requête en SEO. Connaître ces requêtes, connaître ces mots-clés, c'est hyper important parce que ça sert de base à toute l'optimisation du site web par la suite. En gros, si on se trompe dans la stratégie de mots-clés, on va jamais atteindre ses objectifs en SEO. L'objectif de toutes les stratégies de mots-clés, c'est de construire du contenu qui va attirer du trafic qualifié. En gros, c'est de choisir les requêtes les plus susceptibles d'apporter des gens qui vont convertir sur le site web. Alors comment choisir ces mots-clés ? Il y a plusieurs critères à prendre en compte à ce moment-là. Le premier critère, ça va être le volume de recherche. Le volume de recherche mensuel, ou MSV, pour Monthly Search Volume en anglais, c'est le nombre de fois que les utilisateurs vont taper une requête dans Google. Autrement dit, c'est le trafic potentiel que tu vas pouvoir générer avec une requête en particulier. Par exemple, un mot-clé à 10 000 de MSV, donc tapé 10 000 fois tous les mois, va être beaucoup plus intéressant qu'un mot-clé qui est tapé 10 fois tous les mois. Ce volume de recherche mensuel, on peut le trouver avec des outils payants, comme SEMrush ou Ahrefs, ou avec des outils gratuits comme l'extension Keyword Surfer ou Ubersuggest par exemple. Et t'en fais pas, je mets tous les liens en description vers ces outils. Mais c'est pas le seul critère à prendre en compte. Parce que certes, un mot-clé à 10 000 de recherche mensuelle est plus intéressant que celui à 10 sur le papier, mais il y a aussi la notion de concurrence à prendre en compte. Si jamais on remarque qu'il y a beaucoup plus de gros sites et beaucoup plus de concurrence sur le mot-clé à 10 000, il faut mieux multiplier les mots-clés et les requêtes tapées 10 fois par mois
plutôt que se casser les dents sur une requête à 10 000 sur laquelle on n'a aucune chance de ranker. Cette stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie de longue traîne. Elle est très liée aux mots-clés parce qu'en général, les requêtes et les mots-clés de longue traîne sont des mots-clés beaucoup plus longs que les autres. Exemple, il y a beaucoup de concurrence sur iPhone, il y a beaucoup moins de concurrence sur iPhone 15 versus Google Pixel 8 par exemple. Donc tu l'auras compris, le nombre de mots dans la requête induit un petit peu la concurrence qu'il va y avoir dessus. Même s'il y a plein d'autres manières de définir la concurrence, ou de la calculer en tout cas, mais je te conseille de commencer par là. Taper ton mot-clé, voir si les sites c'est des sites que tu connais, voir si c'est des gros sites. Et si jamais c'est des petits sites, des sites avec peu de pages, etc., eh bien tu vas pouvoir beaucoup plus facilement te positionner dessus. J'ai fait une vidéo complète sur la stratégie de mots-clés que je te conseille et qui va s'afficher juste ici. Peut-être de l'autre côté, je sais pas. Pour les mots-clés, il y a autre chose qui est hyper important, c'est l'intention de recherche. Exemple, on voit que le mot-clé prix Bitcoin, c'est une requête qui est tapée beaucoup de fois, donc qui paraît intéressante. Sauf que quand on tape le mot-clé dans Google, on se rend compte que en fait, Google a déjà un petit module, un petit outil qui permet de répondre à la question. Ce qui veut dire que le CTR, le Click-Through Rate, donc le taux de clic sur les résultats naturels de recherche, les liens en bleu, va être beaucoup moins important puisqu'il y a déjà une réponse dès la page de résultats de recherche. Donc le trafic seul et la concurrence ne suffit pas à définir un bon mot-clé. Moi, je te conseille aussi de prendre en compte le potentiel de trafic. Ce qu'on appelle potentiel de trafic en SEO, ou en tout cas ce que j'appelle potentiel de trafic en SEO, puisque j'ai pas vu cette notion beaucoup, c'est de définir est-ce que ta page est capable de se positionner sur plusieurs mots-clés à la fois. Avec l'extension, notamment Keyword Surfer, qui va avoir un taux d'overlap que je te montre juste ici, on peut savoir si une page est susceptible de se positionner sur plusieurs requêtes tapées. Par exemple, en gros, un taux d'overlap important signifie que 8 résultats sur 10 sont pareils d'une requête à une autre. C'est-à-dire entre la requête que tu as tapée dans Google et la requête que tu vas retrouver dans la liste de Keyword Surfer sur le côté. Ça, je m'en sers tout le temps, c'est vraiment hyper pratique, donc vraiment, mets ça dans ton process. Parce que le potentiel de trafic, c'est génial parce que ça te permet de gagner du temps, parce que tu vas te positionner sur plus de mots-clés. Potentiellement, tu vas avoir plus de trafic, sans augmenter ta charge de travail, puisque ce sera avec la même page. Une fois que ces critères-là ont été bien analysés pour faire en sorte de choisir les bons mots-clés parfaits pour ton site web, on peut passer à l'un des sujets les plus importants pour Google, c'est-à-dire l'intention de recherche, à savoir la manière dont tu vas répondre à une question posée. L'intention de recherche est la motivation qui se cache derrière chaque recherche. Pourquoi un utilisateur tape cette requête-là à un instant T ? La meilleure manière de procéder à ce niveau-là, c'est de taper le mot-clé ou la requête sur laquelle tu veux te positionner. Et ensuite d'observer la page de résultats de recherche de Google pour voir quelle est la typologie de contenu que tu vas trouver dessus. Pour l'identifier rapidement, je te propose le framework TFA. Le T, c'est pour type de contenu. Est-ce que ça va être un article de blog? Est-ce que ça va être une liste, un comparatif, une page produit, une page catégorie, une page service, une page FAQ peut-être, une page locale même on peut dire? Ensuite le F, ça va être pour format du contenu. Est-ce que c'est un guide, une liste d'outils? Est-ce que c'est encore une fois un comparatif par exemple? Est-ce que c'est une vidéo même? Le format du contenu est hyper important pour satisfaire l'intention de recherche. Donc là on a vu le T, on a vu le F, il ne nous reste plus qu'à voir le A. Et le A, c'est l'angle du contenu. Quel genre de réponse apporte la concurrence? Parce qu'effectivement, Google, vu que ça fonctionne avec un algorithme qui apprend en permanence, il faut aussi être capable d'analyser ce que fait la concurrence pour faire pareil et même mieux. Donc l'angle du contenu, c'est important pour se différencier par rapport à la concurrence. Souvent, l'angle du contenu se résume à l'accroche, en tout cas au début, pour attirer les gens sur ton site web. Et l'accroche, c'est la balise title, c'est le fameux lien en bleu sur lequel tout le monde clique après avoir fait une requête sur Google. Parce que ce lien en bleu-là indique très bien ce que les gens vont trouver sur le futur contenu. Est-ce qu'ils vont trouver encore une fois une liste, une page produit, etc. Je vais prendre un exemple, ça va s'éclairer tout de suite. Si on prend la requête comment bien courir par exemple, tous les contenus sont des articles de blog ou des vidéos, c'est une intention d'information. On voit sur cette SERP que le premier résultat est une liste de 10 conseils. D'ailleurs la vidéo YouTube de ce site web est bien positionnée dans la SERP aussi. La plupart des résultats de recherche mettent en avant une liste de conseils, même si elle n'est pas toujours numérisée. Ce sont des guides. Donc là, on a le type de contenu et on a le format du contenu. Au niveau de l'angle des contenus, on constate qu'il y en a deux. Certains vont axer le contenu pour les débutants, d'autres vont axer sur l'amélioration, l'optimisation du site. Le deuxième angle semble être le plus apprécié, car il n'y a pas vraiment de terme se rapprochant de débutant dans le mot-clé. Mais sans doute, les contenus qui ciblent les débutants se positionnent mieux sur d'autres mots-clés. Vérifions. Le premier résultat ne change pas, mais Decathlon monte de plusieurs positions et les vidéos YouTube descendent. Mais pourquoi le premier résultat ne descend pas alors que l'accroche et l'angle n'est pas spécifique aux débutants? C'est une question d'optimisation on-site.
L'optimisation on-site, c'est littéralement toutes les actions qu'on va mettre en place sur le site web pour faire en sorte de l'optimiser pour des requêtes en particulier. Donc c'est la création de pages, l'optimisation des titres, l'optimisation des descriptions, l'optimisation des images, l'optimisation de la technique, tout ça, c'est du on-site. Par opposition au off-site, parce que le off-site, c'est tout ce qui va se passer en dehors du site web, ce qu'on va faire en termes de backlinks, en termes de réseaux sociaux par exemple. Optimiser sémantiquement une page est très facile, c'est quasiment une checklist en fait. Et cette checklist, je vais te la donner maintenant. Premièrement, on a les titres, qu'on appelle la structure HN, donc balise H1, H2, H3, etc. Dans ces balises, c'est important de répéter les mots-clés et les requêtes. Quand je dis répéter, je veux pas toujours dire répéter littéralement, mais en tout cas utiliser des termes du champ lexical. Parce qu'utiliser des termes du champ lexical va permettre à Google de mieux comprendre le sujet duquel on est en train de parler. Faut pas oublier que c'est un algorithme, donc c'est des maths. Et les robots ont besoin de ce genre d'éléments pour bien comprendre de quoi tu parles. On a les paragraphes qui sont un peu le corps du contenu. C'est là en général qu'on met les vraies réponses aux questions et aux requêtes des internautes. C'est super important de les rédiger selon un principe de concision, d'être le plus précis possible et le plus possible de montrer des données qui étayent le propos. Pour reprendre l'exemple de apprendre à bien courir, pourquoi la page reste première sans être clairement destinée aux débutants dès la SERP? Déjà, la balise H1 reprend une partie de la requête de manière exacte, à savoir bien courir. De plus, c'est la seule page à avoir une occurrence exacte de apprendre à bien courir dans son texte. Enfin, il y a une occurrence partielle, c'est-à-dire pas exactement dit de la même manière, dans le premier H2. Petit bonus, là on voit que la structure des titres en format de liste permet à l'utilisateur d'avoir une réponse rapide, ne serait-ce qu'en scrollant rapidement la page et en lisant juste les titres, la fameuse lecture en diagonale. C'est une très bonne page car il est fort probable qu'elle termine le parcours de recherche. Vous savez, on vient d'en parler, c'est quand un internaute, à la recherche de quelque chose, surfe sur Internet. Avec une page aussi complète, les internautes n'ont pas besoin d'aller chercher de réponses sur d'autres sites web, donc la page reste première car Google a la preuve de son utilité. Pour prouver que ces points sont les plus importants, je vais retirer un mot de la requête et voir le résultat. Donc voici la page de résultat pour la recherche « Apprendre à courir ». Ce ne sont plus les mêmes pages, n'est-ce pas? C'est parce que Google perçoit une différence entre ceux qui veulent apprendre à bien courir et ceux qui veulent simplement apprendre à courir. Dans un cas, l'intention est un peu plus tournée vers l'amélioration, dans l'autre, vers l'apprentissage. Il y a à peine 3 résultats sur 10 qui sont équivalents. Les pages qui se positionnent utilisent plus le champ lexical des débutants, avec par exemple commencer, débuter, se mettre à, première sortie, base. Pour les précédentes requêtes, les textes étaient beaucoup plus souvent tournés vers la vitesse, l'amélioration, la performance. C'est assez intéressant de se rendre compte de ça, surtout pour les plus petits sites qui se demandent si le SEO est encore une option. Et à ces sites-là, j'aimerais dire qu'à un mot près, tu peux passer devant Decathlon. Oui, le SEO est encore une option. Mais en on-site, il y a aussi les optimisations techniques. Et la technique, c'est la base du SEO. Pourquoi? Comme j'expliquais tout à l'heure, le but du SEO, c'est de faire en sorte que Google arrive à explorer et indexer les pages. Parce que sinon, pas de trafic, qu'importe à quel point ton contenu va être bon. Et pour ce faire, il y a plusieurs pratiques on-site qui peuvent être super pratiques. Mais il faut déjà comprendre que la technique, c'est beaucoup plus facile pour Google à suivre, à traquer. Suivre les liens de maillage interne, facile pour un robot. Comprendre à quel point la qualité du contenu répond à une intention de recherche complexe, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux d'un point de vue algorithmique pour Google. Première optimisation technique on-site, le maillage interne, c'est-à-dire faire des liens entre les pages. J'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet que je te conseille d'aller voir après avoir terminé cette vidéo. En gros, le but c'est de faire en sorte que les robots découvrent de plus en plus de pages dans la phase d'exploration pour pouvoir mieux les indexer. Le maillage interne, ça vise principalement à faire naviguer ce qu'on appelle le jus SEO. Le jus SEO, qu'on peut traduire par puissance des pages, c'est le fait que plus une page va avoir de jus SEO, plus les optimisations qu'on va faire dessus vont avoir d'impact. Ce jus SEO, encore une fois, j'utilise la même analogie que dans la vidéo du maillage interne, mais c'est comme mettre le chauffage plus fort dans la chambre que dans le garage. Parce que dans la chambre, on y est plus souvent, tout simplement. Donc tu vois que tout va un petit peu en cascade. C'est les requêtes que tu as choisies, les mots-clés que tu as choisis et donc les contenus que tu as décidé de créer qui induisent aussi le maillage interne et donc l'optimisation technique que tu vas pouvoir faire. Optimiser le poids des images, c'est aussi important. La plupart des sites web ne pensent pas à le faire alors que c'est de loin ce qui prend le plus de place. Pour le poids des fichiers, on utilise TinyPNG notamment et ça suffit amplement. Mais il y a aussi la taille des fichiers. En général, les gens qui vont sur des bibliothèques d'images libres de droit par exemple, téléchargent des images qui sont hyper grandes par rapport à la taille d'affichage sur le site. Pour vérifier ça et mettre la bonne taille dès le départ, je te conseille d'utiliser la fonction inspecter de ton navigateur. En inspectant et en cliquant sur ce petit outil, tu vas pouvoir passer sur les images et voir la taille dans laquelle elles s'affichent. Dernière optimisation technique, les menus.
Que ce soit en header, donc le menu de navigation tout en haut du site, ou en footer, le menu de navigation en bas du site, les menus sont des nœuds de maillage, c'est-à-dire que c'est des liens qui vont être site-wide sur l'intégralité du site. Donc si ces liens sont mal optimisés, tu perds potentiellement beaucoup de jus SEO, beaucoup de puissance SEO. Ce que je conseille de faire en général, c'est de faire des menus qui se répondent, c'est-à-dire de mettre les mêmes liens dans le header que dans le footer, et surtout de mettre les encres sur les requêtes que tu auras choisies. C'est-à-dire que le texte cliquable soit la requête que tu as choisie pour la page de destination. Exemple, tu veux faire un menu pour un site qui vend des chaussures, et tu as une page sur les chaussures Nike noires, tu vas faire un lien qui s'appelle chaussures Nike noires dans ton menu de navigation, avec ce texte cliquable-là. Ça va permettre de faire en sorte que Google sache directement, avant même d'aller sur la page, de quoi elle va parler. Maintenant que ton site est peaufiné techniquement et sémantiquement, il est l'heure de passer au off-site SEO, notamment le netlinking. À l'heure où cette vidéo sort, la vidéo sur le netlinking est déjà sortie, donc je te mets le lien juste ici. J'ai essayé de donner un max de valeur dedans, donc s'il te plaît, va la voir. Je te donne notamment dans la vidéo 7 techniques de netlinking qui sont hyper pratiques, que tu sois débutant ou confirmé, avec notamment le link bait, l'outreach, l'échange de liens. Je les ai classés, je les ai notés, donc vraiment, tu vas voir, ça va t'ouvrir les yeux. Le netlinking, c'est le fait de pouvoir créer des liens depuis d'autres sites vers le sien. À l'instar du maillage interne, ça permet à Google de découvrir plus rapidement et plus souvent ton site et de lui attribuer plus de jus SEO, plus de puissance SEO. Pour commencer le netlinking, je te conseille de faire de l'échange de liens en discutant avec des gens qui font le même métier que toi, donc des confrères ou même des concurrents. En discutant avec eux sur les réseaux, tu te rends compte que tu vas pouvoir récupérer quelques liens assez facilement. Et aussi de ne pas oublier de t'inscrire dans les annuaires. Dernière pratique de off-site que je te conseille, c'est de te mettre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux envoient du trafic sur ton site web. Ce sont des signaux utilisateurs qui sont hyper utiles pour Google pour savoir si ton site est utile ou pas et s'il mérite de monter ou pas. Alors comment savoir si un lien est bon ? Tu peux utiliser les mêmes outils que pour la recherche de mots-clés. Par exemple, en tapant le nom d'un site dans SEMrush, tu vas voir le nombre de mots-clés positionnés par le site et son trafic. Ce que je te conseille, c'est de choisir des sites pour faire des liens qui ont un trafic un peu régulier ou en tout cas qui n'ont pas un site qui est mort avec peu de mots-clés positionnés. Parce que peu de mots-clés positionnés, ça veut dire que les pages s'indexent probablement mal. Et si les pages s'indexent probablement mal, ça veut dire que Google ne va pas forcément accorder beaucoup de crédit aux backlinks qu'il va trouver dessus. Dernière chose à savoir sur les backlinks, les encres des backlinks qui mènent vers ton site web, elles doivent être non optimisées. Ce que ça veut dire, c'est que vu que Google réprouve un petit peu l'achat de liens et le netlinking en général parce que ça a tendance à manipuler son algorithme, le fait de mettre des encres exactes sur ta requête, Google va considérer que c'est assez peu naturel. Et quand c'est assez peu naturel, Google peut décider de ne pas tenir compte du lien, ou pire de le pénaliser. Même si pour avoir une pénalité, il faut vraiment que tu abuses sur les encres que tu vas utiliser et sur le nombre de liens que tu vas faire. Donc il faudra mieux utiliser des encres non optimisées. Les encres non optimisées, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire cliquer ici, visiter site web, ou même l'adresse du site web avec www.monsite.fr par exemple. Voilà, j'ai essayé de te brosser un portrait très général du SEO, j'ai fait plein de vidéos hyper précises sur beaucoup de sujets différents. Je te conseille d'aller les voir. Merci beaucoup de me soutenir, c'est super cool. Abonne-toi, like la vidéo et commente un sujet en particulier si tu as envie qu'on en discute. Et sinon, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, bon courage et ciao. Salut.